Salut les amis, bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver pour vous parler d'histoire, puisqu'on va revenir sur des comebacks de pilotes en Formule 1. C'était déjà une vidéo que je vous ai proposée l'année dernière avec les champions du monde, qui ont plus ou moins réussi leur retour. Je vous propose donc la suite de l'écriture avec des pilotes qui ont plus ou moins réussi leur retour en Formule 1. Ces pilotes ont connu des expériences diverses, ils ont essayé de revenir en Formule 1 après quelques expériences dans d'autres catégories, ou alors après avoir occupé un rôle bien spécifique dans une équipe. Ces pilotes, on les connaît, on avait une admiration pour eux. On leur trouvait même une sympathie. Et surtout, le plus important, on aurait vraiment aimé qu'ils aient mieux comme résultat. Oh que oui, quand je vais vous évoquer certains pilotes, vous allez vous dire, ah ça c'est vrai ce jour-là, il aurait pu avoir mieux. Alors bien sûr, des pilotes qui font leur comeback en Formule 1, ah l'histoire en est remplie. De 1950 à aujourd'hui, il y en a plein. Ils sont partis, ils sont revenus, ils sont repartis, ils sont encore revenus. Bon ici, j'ai préféré me concentrer sur des pilotes dans une période assez récente. Assez récente peut-être, mais il y a deux pilotes que j'ai préféré mettre de côté, c'est Daniel Kvyat et Robert Kubica. C'est vrai que leur retour en fait parler. Là-dessus, on va pas y revenir. Sauf que ces retours sont assez récents. Et puis il n'y a rien qui exclut un possible retour de l'un de ces deux pilotes comme titulaire. Sachant que Daniel Kvyat, au moment où on tourne la vidéo, est troisième pilote Alpine. Et Robert Kubica, il est chez Alfa Romeo. On va commencer à parler de ces pilotes. Et on va commencer par un pilote allemand qui est resté célèbre. Mais indirectement. C'est peut-être l'un des comebacks les mieux travaillés dans cette vidéo. Je veux parler de Timo Glock. A l'époque, le pilote allemand fait partie de la nouvelle garde des jeunes talents outre-Rhin. Des bons résultats en Formule BMW et en Formule 3, rien ne peut l'empêcher d'accéder à la Formule 1. D'ailleurs, en 2004, il va connaître une première expérience avec la Formule 1 de l'équipe de Jordan. C'est le troisième pilote de l'équipe irlandaise et titulaire le temps de 4 courses. Sa première aura lieu à Montréal pour le Grand Prix du Canada, où il va finir 7ème pour une première expérience, avant de finir les 3 dernières courses de la saison à la place d'un autre pilote débutant à ce moment, Sergio Pantano. Bon, malheureusement, faute de budget, Timo Glock s'en va en Amérique, il part pour le Champ Car en 2005, avant de revenir en Europe l'année suivante, cette fois en championnat GP2 Series, ancienne Formule 2 bien sûr. Ce championnat qui va remporter en 2007 devant un certain Lucas Di Grassi, et depuis il aura un rôle de 4ème pilote chez BMW Sauber. Sauf que l'Allemand va trouver refuge très rapidement chez Toyota qui va lui assurer une place de titulaire en 2008 aux côtés d'un Italien, Jarno Trulli. Alors, le retour en F1 du pilote allemand est plus compliqué qu'il ne le pensait. On va pas se mentir, surtout après une sortie assez spectaculaire au Grand Prix d'ouverture en Australie. Mais les résultats vont commencer à venir dès le Canada, puisqu'il va finir 4ème de la course. Et surtout, il va signer un podium au Grand Prix d'Hongrie. D'ailleurs, avant le Grand Prix d'Hongrie, il va être victime à Koenig pour le Grand Prix d'Allemagne d'une défaillance inattendue sur sa voiture qui va l'envoyer dans le mur dans la ligne droite des stands. Voiture détruite. D'ailleurs, par petite histoire, son accident, j'invente pas, va inspirer le crash-gate du Grand Prix de Singapour quelques courses après. Pour sa première saison complète, le pilote allemand termine à la 10ème place du championnat, un podium dans les poches. Mais ce qu'on va retenir de sa saison, c'est pas ses résultats. Oh que non. Ça va être les derniers virages du Grand Prix du Brésil, lieu de la finale entre Lewis Hamilton et Felipe Massa pour le championnat. Glock est 4ème dans la fin de course quand la pluie refait son apparition, déjà dans une course déjà bien mouvementée. Il choisit donc de rester en piste avec des pneus secs qui étaient encore rainurés à l'époque. Et dans le dernier tour, il va se louper en voulant remonter vers la ligne d'arrivée. Il se loupe dans le dernier virage. Il va perdre 2 places au profit de Sebastian Vettel et de Lewis Hamilton qui va aller décrocher son premier titre. À ce propos, à l'époque, tout le monde avait vu la manœuvre, enfin l'erreur de Glock et que Hamilton passe et qu'il allait remporter le championnat. Tout le monde l'a vu, sauf TF1.
Pour sa deuxième saison avec Toyota, avec un nouveau règlement technique, Glock va mieux démarrer sa saison. Mais il se passe que sa voiture va manquer de développement, tout simplement. Il va être dans les points malgré tout toute la plupart des courses, et montera 2 fois à nouveau sur le podium. Malheureusement, il va connaître une dernière course avec Toyota rude. À Suzuka, pour le Grand Prix du Japon, il ne va pas rouler le vendredi, car il tombe malade. Mais malgré tout, il décide de remonter dans la voiture le lendemain. Bon, la séance d'essai se passe, mais ça n'ira pas plus loin. Après une erreur de jugement, Glock est victime d'un accident pendant les qualifications. Blessé au dos et au genou, il déclare forfait pour le Grand Prix. Le pire, c'est que ce sera sa dernière apparition chez Toyota. Le constructeur japonais voulait se séparer de l'allemand, lui qui réussissait pourtant à faire jeu égal avec son coéquipier italien. Mais ça ne convenait pas au constructeur japonais, et de plus, Toyota va utiliser l'accident de Glock pour le remercier. Bien sûr, par la suite, on va apprendre que Toyota mettra un terme à tout engagement Formule 1 à la fin de l'année. Mais remis de son accident, Glock revient sur la grille en 2010 de la nouvelle équipe Virgin Racing avec une voiture développée à 100% par ordinateur, par la CFD. Bien sûr, dans ces 3 équipes que sont Virgin, Lotus et HRT, l'objectif est très loin d'être atteint. Limite, les voitures sont largement à la traîne et les résultats de Glock sont largement loin. Pour ne pas arranger la chose, l'équipe se fait racheter par Marussia en 2011. Totalement oublié dans le fond de grille, c'est dans ce contexte que Timo Glock va quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2012. Par la suite, il va retrouver BMW, où il va rouler en DTM, avec quelques succès au compteur. Il fera aussi quelques apparitions en GT3 ou en endurance. S'il y a bien un pilote qui méritait de décrocher de plus beaux résultats avec une modeste voiture, c'est bien Luca Badoer. Mais je peux vous dire que ce Grand Prix d'Europe 1999 aurait pu être sa course. Mais avant d'en parler, retour sur sa carrière. Luca Badoer, pilote italien, champion de Formule 3000 en 1992, n'a pas connu les meilleures voitures en Formule 1, que ce soit dans l'équipe Lola, Minardi ou même chez Forti. Oui, il y a une équipe qui s'appelait Forti. Dans la première équipe, il fait équipe avec Michael Alboreto, qu'il domine et là où il fait de bons résultats malgré une voiture avec une fiabilité désastreuse. Il va ensuite trouver refuge chez Minardi en 1994, mais comme pilote essayeur, puis titulaire l'année suivante. Bon, là aussi ça va pas très bien se passer. Il sera remercié avant la fin de saison et part rejoindre Forti pour 1996. Pas de chance non plus, rien ne va côté résultat, et en plus, l'équipe n'ira pas plus loin que le Grand Prix de France. On croit que pour lui, la Formule 1, c'est fini. Mais après quelques piges en GT, il y revient en 1998, comme pilote essayeur chez Ferrari. Là-bas, il va accumuler kilomètres et kilomètres et surtout participer à la remontée en force de la Scuderia cette même année face à McLaren pour la lutte du championnat du monde. Même si on connaît la fin, il retrouvera par la suite une place de titulaire chez Minardi, cette fois pour 1999, sans plus de succès, certes. Il va même penser que Ferrari va lui proposer de remplacer Michael Schumacher après que le pilote allemand fut victime d'un terrible accident à Silverstone. Mais ça sera Mika Salo qui sera appelé en renfort. Badoer reste donc chez Minardi, et surtout, comme je vous le disais, à ce Grand Prix d'Europe 1999 sur le tracé du Nürburgring, il est à 2 doigts de réussir le plus grand résultat de sa carrière. Une course très animée et riche en rebondissements. Il est 4ème et profite de tous les erreurs et abandons des autres voitures. 4ème avec une Minardi. Mais à quelques tours de l'arrivée, la mécanique de sa voiture va en décider autrement, ruinant les chances de l'Italien et de son équipe. On verra même l'Italien s'écrouler en larmes sur sa voiture, tellement qu'il est passé à ça de l'un de ses plus beaux résultats. Ce jour-là, on pouvait avoir mal pour lui, vraiment. Après cette expérience, Badoer va retourner chez Ferrari comme essayeur à nouveau pour l'année 2000. Mais son travail en piste
grâce à son feedback, le retour technique, va permettre à Ferrari et Schumacher de dominer la Formule 1 pendant des années. Imaginez pendant toute une période, 400 jours de roulage, qui représentent des milliers de kilomètres, un travail indéniable pour la Scuderia. Et si on le pensait cantonné à finir sa carrière à ce poste qui a vraiment servi, il y a un imprévu qui va le remettre à la lumière. Lors du Grand Prix d'Hongrie 2009, Felipe Massa est victime d'un accident assez inattendu. Pour le remplacer, on pense à Michael Schumacher, sauf que ce dernier ne sera pas disponible pour problème de santé. Il avait mal. Donc, Ferrari trouve un plan B et fait appel à Luca Badoer. Oui, l'Italien retrouve un volant en Formule 1 10 ans après son dernier passage chez Minardi. Un cadeau empoisonné, hélas. Parce que déjà, la F60 est complètement à l'ouest, et de plus, Badoer doit se réhabituer à rouler en course. À l'époque, je le découvrais, et j'étais pas vraiment tendre avec lui. Pas du tout. Bien sûr, je pense qu'il aurait été mieux à l'époque que je connaisse mieux son histoire, parce que quand on l'a vu au volant de la F60, c'était pas un rêve, mais un cauchemar pour lui. L'Italien sera vraiment hors du coup, partant plusieurs fois à la faute et à passer les courses dans le fond de grille. Après 2 courses, Ferrari décide de le remplacer par Giancarlo Fisichella après que ce dernier ait signé un podium surprise en Belgique. Badoer aura pu rouler avec Ferrari, mais vraiment bien trop tard. Mais il faut pas oublier que son travail dans l'ombre chez eux fut colossal et a permis à Michael Schumacher de mieux se concentrer sur son pilotage. Son travail aura toujours été reconnu et respecté, et dessus, on ne pourra pas lui reprocher. On ne pourra pas. On va parler d'un Espagnol qu'on a adoré, et qu'on adore encore, bien sûr, selon certains, et qui, je pense, lui aussi aurait pu avoir mieux en volant. Pedro de la Rosa. Il est passé par la Formule Ford et la Formule Renault, et aussi le Japon avec la Formule 3, la Formule Nippon, et même le GT japonais. Il a touché à tout. Fort de plusieurs succès, il pense à la Formule 1, et il va y accéder à 27 ans. Alors, pour nous, c'est vrai qu'à 27 ans en Formule 1, c'est très tard, limite c'est déjà la retraite. Mais il y accède comme pilote essayeur chez Jordan en 1998. Pas de roulage en course pour lui, mais l'année suivante, et bien aidé par l'un de ses partenaires, Repsol, il va courir sa première saison complète chez Arrows, aux côtés du japonais Tora Takagi. L'Espagnol profitera du Grand Prix d'Australie au scénario chaotique pour marquer d'entrée son premier point en carrière en finissant 6ème. Oui, à l'époque, il n'y avait que les 6 premiers qui marquaient des points. D'ailleurs, ce sera l'unique point qu'il marquera pour l'année pour lui et pour son équipe. Vu que Arrows ne pourra jamais développer sa voiture, en cause des tensions entre Tom Walkinshaw et le prince Malik Ado Ibrahim. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire entre les deux hommes, une histoire assez cocasse, allez faire un tour sur le blog Failuto. Le lien est en description. Ça fera plaisir. Pour revenir à De La Rosa, il va montrer malgré tout son talent. D'ailleurs, il va continuer en 2000 chez Arrows, avec une voiture déjà bien meilleure que sa devancière, mais l'Espagnol ne va pas enterrer tout son profit. Il va aussi connaître plus de problèmes techniques qu'autre chose. En 2001, il rejoint Prost Grand Prix, avant de partir très rapidement chez Jaguar. Dans les deux cas, c'est pour être essayeur, à nouveau. Mais dès l'Espagne, il prend la place de Luciano Berti, qui lui est parti chez Prost. De La Rosa fera jeu égal avec son coéquipier Eddie Irvine, malgré la boîte qu'il a entre les mains. Ah si, c'est une boîte. En 2002, ça ne sera pas mieux, parce que la Jaguar R3 est encore pire qu'un oignon. Et oui, il y a pire. Après cette aventure, l'Espagnol est sur la touche. Il va cette fois retrouver une place d'essayeur, encore une fois, mais chez McLaren avec un autre malheureux qui occupe ce poste depuis longtemps. Il fera un one-shot en 2005 pour remplacer Juan Pablo Montoya pour le Grand Prix de Bahreïn, quand ce dernier était blessé après une partie de tennis avec un guidon et un moteur. Finissant 5ème, il reprendra à nouveau le volant de la McLaren l'année suivante,
Cette fois pour remplacer définitivement Montoya qui s'est brouillé pour de bon avec Ron Dennis. L'Espagnol sera régulier dans une voiture qu'il connaît et qu'il a développée. Il finira même sur le podium du Grand Prix de Hongrie derrière Jason Button. Après ce nouvel intérim, il retrouve son rôle d'essayeur jusqu'en 2010 où il retrouve un volant chez Sauber avec Kamui Kobayashi. Sauf que les résultats ne sont pas à la hauteur. Et pour ne pas arranger la chose, De La Rosa sera congédé après le Grand Prix d'Italie. Malgré tout, il fera de nouveau une pige pour l'équipe suisse au Canada en 2011 pour remplacer Sergio Pérez qui ne s'est pas remis d'un accident au Grand Prix de Monaco. Donc la Formule 1 c'est fini pour l'Espagnol. Mais surprise, il est fait son retour en 2012, cette fois avec HRT. Bon, on l'a fait court, aucune attente et aucune surprise pour la voiture et l'équipe, très long en qualification et en course. Mais le plus important c'est que l'Espagnol arrivera à ramener la voiture à l'arrivée la plupart du temps. En fin d'année, la disparition de l'équipe sonnera la fin de carrière pour le pilote, qui va se consacrer à son poste de président du GPDA. Dommage pour De La Rosa qui aura été plus intérimaire qu'autre chose en Formule 1. Il aurait même pu mériter mieux. C'est pas probable, il est plus grand que Gerhardt. Il a dû se le dire, allez-y, qu'on a dû faire équipe avec un autre Autrichien, Alexander Wurz, qui débute chez Benetton en 1997 en remplacement de son compatriote Gerhard Berger. Le fils d'un ancien champion de rallycross, Franz Wurz, est un touche-à-tout. Champion du monde de BMX en 1986, vice-champion de karting dans son pays, il passera par la Formule 3 avec plusieurs succès et il est encore à ce jour le plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans à l'âge de 22 ans sur la TWR Porsche de Jet Racing. En 1997, il roule pour Mercedes dans le nouveau championnat FIA GT où il va d'ailleurs remporter la course de Donington avec Bernd Chandler. Comme vu au début du portrait, il va donc remplacer son compatriote Berger qui est souffrant. Le temps de 3 courses. Malgré 2 abandons, le jeune Autrichien tient le rythme face à notre Jeannot national. Il va même monter sur son premier podium à Silverstone. Wurz va gagner sa place de titulaire pour l'année suivante. Un début de saison qui va bien commencer, mais qui va se compliquer avec une voiture qui aura du mal à suivre. Pas de podium certes, mais des entrées dans les points réguliers et finissant au championnat devant son coéquipier Giancarlo Fisichella. L'Italien va prendre le dessus sur Wurz les 2 années suivantes. Et ça va faire très mal au grand Autrichien qui va tout simplement tomber progressivement dans le peloton, voire même dans l'oubli. Il ne remontera pas plus haut sur la grille. Wurz est écarté pour 2001 chez Benetton au profit de Jason Button. Il va donc trouver refuge chez McLaren comme pilote essayeur. Tout comme De La Rosa, il va aussi remplacer Montoya en 2005, cette fois c'est à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin, en faisant une course solide et finissant 4ème. Il va même récupérer la 3ème marche du podium après la disqualification des barres. Ouais. Bah oui, il sort de ce réservoir, vous me le dites. On le retrouve en 2006 chez Williams, toujours comme essayeur. Mais Frank Williams décidera de lui offrir une place de titulaire pour 2007, 7 ans après son dernier volant chez Benetton. Malheureusement, c'est peine perdue. Et de plus, il sera battu de pleine couture par son coéquipier Nico Rosberg. Malgré tout, il montera une dernière fois sur le podium à Montréal en profitant des feux de course. Et à l'avant-dernière course en Chine, il annoncera tout simplement qu'il raccroche le casque avec effet immédiat. Le grand Autrichien quitte la F1 par la petite porte. Enfin presque. On va le retrouver en 2008 chez Honda, comme réserviste encore une fois. Et surtout, il va retrouver ses premiers amours avec l'endurance chez Peugeot, avec qui il gagnera le Mans en 2009. On le retrouvera aussi chez Toyota de 2012 à 2015, année où il va prendre définitivement sa retraite de pilote. Le grand Alex a quand même une belle carrière de pilote, même si la Formule 1 n'a pas été une très grande réussite pour lui. Et malgré tout, c'est un pilote qu'on adore. Maintenant, on va parler d'un monsieur. Un exemple dans le sport au sens large. Et surtout, à qui on pense de
depuis quelque temps dans une nouvelle épreuve difficile. Parce que c'est quelqu'un, Alessandro Zanardi. Après des années en karting, il arrive en Formule 3 et rapidement à l'échelon supérieur avec la Formule 3000, où il finira vice-champion en 1991. Cette même année, il débutera en Formule 1 chez Jordan pour les 3 dernières courses de la saison. Après cette expérience, il arrive commissaire chez Benetton en 92, en allant faire quelques piges chez Minardi, sans grand succès tant que la voiture qu'il aura sera vraiment un désastre. En 93, il rejoint Lotus comme titulaire cette fois, avec quelques résultats honorifiques, mais vraiment sans plus. Sa saison va se conclure prématurément par un accident magique dans le haut du radillon. On le reverra l'année suivante, toujours chez Lotus, en remplacement de Pietro Lamy, mais malheureusement, l'équipe n'est plus dans le coup et elle disparaîtra au terme de la saison 95. Le pilote italien est s'envolant. On va le voir en Porsche Super Cup ou faire quelques apparitions dans d'autres GT. En 1996, il prend le pari de traverser l'Atlantique pour rejoindre le championnat kart. Et c'est dans ce championnat qu'il fera sa réputation. Zanardi va s'acclimater rapidement dans cette philosophie et il va s'imposer à 3 reprises pour ses débuts, finissant même vice-champion ex-aequo avec Michael Andretti. Pour un rookie, c'est un très bon début. Il remportera 2 années de suite les championnats avec le Chip Ganassi Racing, égalisant et battant certains records et performances. Fort de ses résultats, il va retrouver la Formule 1 chez Williams pour 1999 avec comme coéquipier Ralf Schumacher. Mais l'Italien, en volant d'une voiture assez correcte, ne sera jamais dans le haut de l'affiche, contrairement à son coéquipier. Et malgré son contrat qui doit durer 3 années, Zanardi est débarqué au profit d'un jeune pilote, un certain Jason Button. C'est une nouvelle année sabbatique forcée pour lui, avant de revenir en kart en 2001 avec le Monum Racing, une structure fondée par Maurice Neum, qu'on a déjà vu dans le passé avec Hensing Racing en Formule 1. Et de plus, il était en poste chez le Ganassi Racing comme directeur technique. Donc, les deux hommes se connaissent très bien, mais l'association se passe mal sur la piste. Zanardi joue rarement la tête d'affiche, il est assez loin au résultat. Mais l'histoire va prendre une autre tournure, d'une manière effroyable sur le Nürburgring en Allemagne. En sortant des stands, il perd le contrôle de sa voiture et se retrouve en plein milieu de la piste. Alex Tagliani ne peut l'éviter. L'impact est brutal. Alex Zanardi est évacué d'urgence. Il va perdre ses 2 jambes dans l'accident. Pourtant, cette nouvelle épreuve ne va pas l'arrêter, bien au contraire. En 2003, il reprendra le volant de la Reynard adapté pour son handicap. Et il bouclera les derniers tours qui lui manquaient dans cette course. Par la suite, on le reverra avec BMW en WTCC, où il va remporter 4 courses, avec en plus quelques apparitions en GT3 et en DTM, toujours avec BM. Raccrochant le casque du pilote, c'est dans un autre défi qui se lance dans le handisport en vélo à main. Après plusieurs marathons, il décide de participer aux Jeux paralympiques de Londres et de Rio avec 4 titres olympiques, dont l'un décroché quand même sur le circuit de Brundage. Son dernier succès en date, et peut-être l'un des plus beaux, sera l'Ironman de Hawaï en 2019. Voilà pour ces pilotes qui auront malgré tout tenté de revenir en Formule 1, quelle que soit leur expérience, qui ont plus ou moins réussi. Peut-être que ça vous a plu, peut-être qu'il y a d'autres pilotes qu'on pourrait évoquer. N'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être qu'on pourrait faire une 3e vidéo, qui sait. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, le pouce si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver Starter sur les réseaux, sur Twitter. On se retrouve très vite pour parler Formule 1, sport mécanique et bien plus. Merci à vous, bravo et à bientôt.